Bonjour et bienvenue au Parlement européen de Strasbourg qui vient de voter cette semaine une résolution sur les minorités régionales et linguistiques appelant de ses vœux un renforcement de la législation européenne anti-discrimination. L'an dernier, le prix Lux du cinéma européen avait d'ailleurs couronné un film, Sami Blood, dépeignant une minorité sami de Laponie menacée dans sa culture ancestrale. L'Union européenne prend-elle enfin conscience de la nécessité de préserver les cultures régionales? Nous allons en parler aujourd'hui avec nos deux invités. Bodis Valero, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne des Verts de Suède. Où sont certains Samis? D'ailleurs, on va en parler. Evelyne Gebhardt, bonjour. Députée européenne, vous, d'Allemagne, socialiste. Dans l'Allemagne qui compte de nombreuses minorités, on en parlera aussi. Pourquoi cette résolution, Evelyne Gebhardt, était-elle nécessaire? Elle est tout à fait nécessaire parce que nous voyons très bien que dans tous les États membres, nous avons des problèmes avec les minorités. Nous avons dans les traités de l'Union européenne très clairement précisé que les discriminations ne sont pas acceptables, que nous respectons les cultures, les traditions des États membres, mais quand il s'agit des minorités, apparemment tout le monde finit par l'oublier. Et donc nous disons, nous ne pouvons pas faire comme ça, nous devons faire en sorte que cela avance et que l'on respecte les personnalités qui sont dans nos pays. Alors vous vous sentez particulièrement concerné, notamment par le sort des Samis, puisque c'est une population indigène, la dernière d'ailleurs d'Europe, 100 000. Ils sont entre la Norvège, 60 000, la Suède, votre pays, donc 30 000, la Finlande, 10 000 et puis la Russie, 2 000. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas traités partout pareil. Non, parce qu'ils vivent dans différents pays. Et nous avons par exemple en Suède, on les a reconnus comme un peuple indigène, ça fait beaucoup de temps. Nous avons aussi la convention cadre de la protection des minorités nationales. Ils sont reconnus comme une minorité nationale, eux et 4 autres, mais ils ont plus de droits que les nationalités, les minorités nationales en réalité. Ils ont un parlement par exemple. Ils ont un parlement, ils ont aussi une autorité. Parce que c'est vrai que ces minorités, alors ce peuple en particulier, victime du réchauffement climatique auquel ils ne contribuent pas. Alors finalement, on détruit même sans le savoir, hein, juste en polluant l'atmosphère des cultures ancestrales. Oui. Disons que dans ces régions justement du Nord, c'est vraiment un problème énorme parce que les conditions de vie changent aussi pour eux et donc la base de leur vie disparaît. Donc il faut s'en préoccuper, pas seulement du point de vue de la politique climatique, mais aussi à savoir quelles sont les possibilités qu'on peut leur donner, quelles les opportunités pour qu'ils puissent avoir leur propre culture et vivre dans leur centre. Alors justement, vous le disiez, les Samis vivaient traditionnellement de l'élevage, mais le réchauffement climatique et les activités humaines et industrielles mettent en péril ce mode de vie. Isabelle Romero est allée enquêter dans le nord de la Norvège en compagnie d'Anaïs Gerhard. Dans le cercle arctique, près de Tromsø, les rennes ont quitté la côte pour leur pâturage d'hiver dans les montagnes. Ils subissent eux aussi les effets du réchauffement climatique. Nous avons eu un climat très stable jusqu'à il y a 20 ou 30 ans. La température était de moins 30 ou moins 40 tout l'hiver. Maintenant, il peut faire 0 degré et il pleut au milieu de l'hiver. Les animaux luttent pour trouver de la nourriture. Avec les périodes de redoux, la neige fond, puis gèle à nouveau. Et la glace devient si dure que les rennes n'arrivent plus à creuser le sol pour atteindre les plantes dont ils se nourrissent au-dessous. Mais pour les Samis, il y a un péril plus imminent encore. Nous devons lutter contre toutes ces entreprises qui veulent construire des logements, des chalets, des routes, des éoliennes, des lignes à haute tension. Et tout cela rend nos vies plus difficiles. Chaque famille d'éleveurs devrait avoir un avocat maintenant. Nous devons nous réveiller avant de perdre toutes nos terres. Les conflits territoriaux se multiplient. Pourtant, en Norvège, les Samis disposent de leur parlement et peuvent faire entendre leur voix, comme lors de la conférence Arctique Frontières. Mais les intérêts gouvernementaux sont puissants. Ils ont une politique pour la région du Grand Nord et c'est très important pour eux de développer les ressources que nous avons.
C'est un plan d'avenir pour l'exploitation minière. En fait, c'est un test. Si le gouvernement norvégien n'est pas capable de développer cette stratégie industrielle et minière maintenant, alors tout son plan d'action s'effondre. Les éleveurs samis se retrouvent bien seuls. Ils essaient de développer d'autres activités, comme le tourisme, pour mieux faire connaître leur culture. Ils comptent aussi sur les institutions internationales pour défendre leurs droits. L'Union européenne a réaffirmé vouloir garantir un développement durable de la région, tout en y intégrant les communautés autochtones. Reste à savoir si cela suffira à garantir un avenir aux Samis. Voilà ce beau reportage sur les Samis. Alors seuls 10% aujourd'hui peuvent élever des rennes, ce qui est quand même normalement leur mode de vie traditionnel. Ils sont menacés et ça évidemment ça parle à l'écologiste aussi. Hein. C'est aussi très important qu'on les aide à pouvoir élever les rennes aussi dans le futur parce que pour le climat, pas seulement pour la culture d'œufs, mais pour le climat, c'est aussi très, très important qu'on a tout le sous-sol ou le sol de la neige pendant l'hiver, parce que le chauffement climatique, ça augmente quand il n'y a pas la neige qui rejette la lumière du sol, n'est-ce pas? Et ça, c'est une chose très, très importante pour eux, mais pour nous, c'est aussi parce que ça nous aide à combattre le changement climatique. Mais aussi pour leur mode de vie. Ils ont été discriminés pendant autant de temps, autant de siècles. Et maintenant, en Suède, par exemple, il y avait la semaine passée, au mois de janvier, il y avait une sentence dans la Cour qui donne le droit aux Samis plus fort qu'à l'État. Parce que c'est aussi que les Suédois, ils veulent aussi aller chasser dans les terres des Samis, mais eux, ils ont le droit et il faut qu'on reste au dehors de là. Alors, c'est vrai aussi qu'il y a quand même en jeu la course vers l'Arctique des grandes puissances en général, hein, et que l'Union européenne a bien du mal à protéger cet Arctique contre les appétits alors de conquête, de percée de la glace, des Russes, des uns et des autres, et que donc ça, c'est aussi un des effets hein, sur les Samis. Oui, tout à fait, c'est un des effets et nous essayons de faire en sorte qu'on laisse l'Arctique tranquille, tout simplement. Ça, c'est une chose très, très, très importante parce que, bon, d'accord, il y a peut-être des richesses, il y a pas mal de choses qu'on peut trouver, mais il faut savoir aussi qu'est-ce que l'on fait si nous allons à la chasse de ces richesses dans le sol de l'Arctique. Nous abîmons tout le climat dans la zone. Et déjà maintenant, nous voyons que les océans montent dans certains États de l'Union européenne, comme les Pays-Bas, par exemple, qui se font des soucis, à savoir, est-ce qu'on ne va pas être mis sous l'eau, justement, par cette montée des océans? Ça vient justement de ces problèmes climatiques. Donc percer la banquise, faire passer des pétroliers, tout cela crée des problèmes énormes. Alors parlons d'une autre minorité, effectivement, régionale, qui est particulièrement discriminée en Europe. Les Roms, ils sont 10 à 12 millions en Europe, 6 millions dans l'Union européenne, c'est 1,2% de la population de cette Union européenne, 2 millions en Roumanie, 800 000 en Bulgarie, 600 000 en Hongrie. Tous ces nouveaux pays qui sont rentrés à partir de 2004-2007 dans l'Union européenne, on considère qu'ils ne les traitent pas très très bien comme des citoyens de seconde zone. Oui, il faut compter avec les deux groupes. Il y a les minorités nationales que nous avons dans tous les pays et nous avons les Roms, en ce cas, qui se bougent, ils font servir la liberté de circulation de tous les citoyens. Et ils ont le droit de le faire et on ne peut pas les envoyer au dehors. Hein. Ils ont le même droit que tout le reste de nous. Mais ce qui se passe en Europe en ce moment-là, c'est que beaucoup de pays veulent les envoyer chez eux, encore une fois. Mais alors, il y a la France qui a été accusée, effectivement, sur ce chapitre en particulier. Vous connaissez bien la France et Evelyne Gebhardt, qui a été accusée. Et on constate d'ailleurs qu'elle en a renvoyé l'an dernier 11 000 chez eux, alors que 15 000 sont d'origine roumaine, hein, viennent s'installer ou sont installés dans des conditions misérables, d'ailleurs dans des bidonvilles, etc. Est-ce que vous dites que la France ne fait pas le job ?
Écoutez, ce sont des citoyens européens, tout simplement. Et les citoyens européens ont le droit de se déplacer dans l'Union européenne. Et donc, il n'y a aucune raison qu'on leur interdise d'aller dans un pays ou dans l'autre, tout simplement parce que ce sont des Roms. C'est une discrimination. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Nous devons faire en sorte qu'ils aient des possibilités de vie. Ce sont des nomades, normalement. Ce sont des nomades qui... Alors, 80% sont sédentarisés maintenant. Oui, il y en a beaucoup qui sont sédentarisés. Mais simplement, ils sont discriminés en Roumanie, en Bulgarie. Ils ont du mal à accéder à l'école, ils n'ont pas de travail, etc. Il y a aussi ça. Il faut travailler en ça. Il faut travailler contre la pauvreté. Oui. Il faut les aider à être inclus dans la société. Mais il y a des pays qui ne veulent pas les aider à intégrer parce que la majorité est contre les Roms. Et ça, il faut travailler en la stigmatisation qu'il y a dans ces pays-là. En Allemagne, il y avait beaucoup de minorités, on disait Sorab. On ne sait même pas trop ce que c'est, les Sorab. C'est une minorité linguistique, c'est ça C'est une minorité linguistique, mais aussi, nous avons aussi beaucoup d'Allemands venant des pays de l'Est ou de Russie d'ailleurs, qui sont des citoyens allemands, mais qui ont aussi en partie des grands problèmes d'intégration. Et là aussi, il faut faire beaucoup plus que ce que l'on a fait jusqu'à maintenant pour faire en sorte qu'ils s'y retrouvent, qu'ils trouvent du travail, pour que les enfants aient vraiment une bonne éducation pour pouvoir bien s'intégrer. On considère que vous intégrez un peu mieux les Roms, 30 000 à peu près. Hein. Ils sont venus des Balkans, notamment pendant les crises balkaniques, hein, c'est ça? Oui. Disons que nous avons appris de l'histoire que nous ne pouvons pas faire la séparation des gens, mais que nous devons faire un travail d'intégration. Et donc ce travail d'intégration, bon, on peut le faire encore mieux qu'on ne le fait en Allemagne, mais on le fait. On le fait et je pense que là, il faut faire encore beaucoup plus pour justement ils se retrouvent, ils aient un point d'appui, ils sachent comment se déplacer dans cette Allemagne telle qu'elle est, tout en gardant leur histoire, leur tradition. Et je pense que ça, c'est normal. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi les minorités linguistiques. Mais alors ça, c'est très particulier parce qu'il y a 500 millions d'Européens et 46 millions qui parlent une langue régionale ou minoritaire, c'est-à-dire quand même 10% de ces Européens. Mais beaucoup de ces langues disparaissent chaque année. Oui, et je trouve que c'est très important qu'on les garde. C'est une richesse avec plusieurs langues dans un pays et dans une région. Il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour les garder, pour sauver ces langues, parce qu'il n'y a pas droit de perdre toutes ces cultures que nous avons eues et qu'on a perdu déjà. Il faut faire de sorte qu'aucune autre langue disparaisse. Oui, mais alors, Evelyne Gebhardt, parler le essois ou le bas-saxon en Allemagne, ça n'empêche pas de se sentir allemand. Mais si on prend l'Espagne, par exemple, le basque, le catalan, on voit ce qui se passe en Catalogne, on dit est-ce que l'Union européenne, finalement, en favorisant sans cesse ces langues régionales, elle a titillé la fibre nationaliste séparatiste? Oui, disons qu'en Allemagne, nous avons un système très fédéralisé où justement, par exemple, la culture ou la police sont des choses régionales qui sont gérées de manière régionale. Donc, il y a une identification avec la région très forte, mais en même temps, l'identification avec l'Allemagne, parce qu'on fait partie de cette Allemagne, avec un petit peu peut-être des différences avec la Bavière. Là, c'est quelquefois un peu plus difficile. Mais en ce qui concerne les langues, par exemple, un vrai Bavarois qui parle bavarois, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Ou alors, quand c'est dans le nord de Schleswig-Holstein, je ne le comprends pas non plus, parce que tout simplement, ils ont un parler tout à fait différent. Mais ce qui est normal, c'est que tous parlent aussi le haut allemand, donc on peut quand même parler ensemble. Donc, je pense que ce qui est important, c'est pas seulement de faire en sorte que les langues régionales restent, que cette diversité de culture soit bien là, mais en même temps de mettre ce langage commun en avant aussi, parce que c'est le langage de l'Union. Alors, c'est l'heure de notre rubrique contrefait, c'est-à-dire on vérifie les nouvelles qui viennent de l'Union européenne qui n'ont pas l'air très très sérieuses. Par exemple, est-ce que 80% des lois françaises vraiment nous viennent de l'Union européenne? Pas tout à fait, même loin de là. On écoute. « 80% des lois françaises seraient la transposition de directives européennes.
C'est du moins ce qu'a déclaré Marine Le Pen dans l'émission politique sur France 2 en octobre 2017. Il faudrait d'abord lui demander quelle calculatrice elle a utilisée pour parvenir à un tel résultat et poser la même question à tous ceux qui avancent ce genre de chiffres. Des experts ont essayé de relever ce défi difficile et sont parvenus à 3 constats principaux. Premier constat, rapporté à l'ensemble des directives et règlements adoptés par l'UE, la proportion de lois nationales d'origine européenne varie entre 15 et 30% selon les pays et selon la période. Deuxième constat, il y a de très larges variations sectorielles. En matière agricole, en matière environnementale, en matière de services financiers, les lois nationales d'origine européenne peuvent aller jusqu'à un tiers, voire même la moitié. En matière de logement, de sécurité ou de culture, la proportion est plus proche de 0%. Enfin, quand on regarde la transposition des directives européennes en France, on s'aperçoit qu'un quart seulement d'entre elles sont transposées par voie législative. Le reste porte sur des détails techniques comme la forme des bananes et est transposé par l'administration via des décrets et des arrêtés sans même déranger les membres du Parlement. En résumé, on est donc loin du mythe des 80% de lois françaises d'origine européenne que s'emploie à entretenir Marine Le Pen et tant d'autres. La France a tout le loisir de légiférer à sa guise et elle ne s'en prive d'ailleurs pas. Voilà, décrypter les mythes, c'est un peu notre mission. Merci à vous en tout cas d'avoir bien décrypté cette question des minorités. Et on se retrouve pour la seconde partie de notre programme, juste après la pause, où nous allons recevoir le ministre de la Justice d'un certain Viktor Orban. Vous savez, en Hongrie, il y a une réforme de la justice qui ne satisfait pas tout à fait l'Union européenne. On en parle juste après la pause avec lui.